Le premier Spoutnik artificiel de la Terre est lancé dans l'espace. Le 4 octobre 1957, ce jour est entré dans l'histoire. Le pays qui a célébré le 12e anniversaire de la Grande Victoire connaît encore un triomphe. La fusée soviétique a mis sur orbite le premier Spoutnik de la Terre. Les habitants de Kouibychev partageaient la joie et les espoirs communs pour ces réalisations grandioses. Ils ne se doutaient pas encore du rôle de leur ville dans la nouvelle histoire spatiale. C'est la vue de la ville de Kouibychev des années 50. Un jour du mois d'août, un constructeur secret de Moscou y est arrivé. C'était Sergueï Korolev. Le Sovnarkos de Kouibychev se trouvait à l'époque ici, dans la maison des industries. Dans un de ses cabinets, les chefs régionaux du parti et le constructeur légendaire discutaient une proposition révolutionnaire. Organiser la production en série de la fusée balistique intercontinentale R7 à l'usine d'aviation numéro 1 et la production des engins cosmiques pour cette fusée à l'usine Frondier. Dmitri Kozlov, le constructeur en chef du bureau d'études numéro 1 de Korolev, est venu à Kouibychev pour mettre en train la production de la Semyorka. Et вот завод, который должен был освоить эту ракету, был выбран. Quant à l'usine qui devait produire cette fusée, on a choisi l'usine de Staline numéro 1. C'était la meilleure usine dans l'industrie aéronautique. Voilà pourquoi on l'a choisie. Je vous dirai sincèrement, j'ai été nommé directeur adjoint de Korolev et responsable pour la mise au point de la fusée R7 à l'usine à Kouibychev. Dans les conditions de la course aux armements, le pays avait besoin d'une fusée capable de porter un projectile nucléaire à une grande distance. Primordialement, la Semyorka de Korolev était conçue pour effectuer cette mission. Korolev était habitué à travailler au maximum de ses forces et il demandait la même chose à ses collaborateurs. Les délais étaient stricts, il fallait reconstruire l'usine et produire 2 fusées en une année. Les lancements étaient prévus en début de 1959. L'ancien atelier numéro 12 de construction d'avions avait littéralement disparu de la surface de la Terre. On n'a laissé que les murs et le toit. Tout a été démonté, tout a été reconstruit. Après les travaux, nous n'avons pas reconnu cet atelier. Cela ressemblait plutôt à un centre chirurgical, un bon centre chirurgical, ou bien, comme on dit actuellement chez nous, des travaux de rénovation au niveau européen. 305 jours se sont écoulés entre le 28 mars 1958 et le 30 décembre 1958, depuis la première arrivée de Dmitri Kozlov à Kouibychev, lorsque 2 premières Semyorka sont parties pour Baïkonour. C'est un record mondial absolu dont la paternité est de droit divisée par 2 personnes, le directeur de l'usine aéronautique numéro 1, Viktor Litvinov, et le constructeur Dmitri Kozlov. Je suis arrivé le 28. Les ateliers de montage produisaient encore des avions. Le 30 décembre, moi, à titre de constructeur de cette fusée, à l'époque, le poste de constructeur en chef n'existait pas, j'ai signé la documentation pour 2 fusées construites par l'usine. Alexandre Mikhailovich Soldatienkov dirigeait l'équipe d'ouvriers de l'usine accompagnant les premières R7 au polygone. Il a travaillé comme responsable pour des lancements à Baïkonour pendant plus de 40 ans. Responsable technique pour les lancements, c'est un poste à part. Dans les minutes et les secondes qui restent avant le départ de la fusée, dans toutes les situations, y compris des situations extrêmes, il n'y a que lui qui soit habilité à prendre des décisions. Et ces situations ne manquaient pas pendant ces années-là. La Semyorka de Korolev n'est pas devenue la fusée la plus répandue et la plus sûre dans le monde entier en un clin d'œil. Les constructeurs l'ont réalisé ainsi. Вот чем я горжусь, это, собственно, даже не моя школа. Voilà ce dont je suis fier. Ce n'est pas mon école, je suis l'un de ses adhérents. C'était encore quand Sergueï Pavlovitch était en vie. On n'avait jamais laissé une seule remarque sans analyse. S'il y avait une remarque, tout de suite elle était notée et on revenait chez soi en se demandant « Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi cela s'est-il passé ?»
Alexandre Mikhailovitch vient de prendre sa retraite en 2005 à l'âge de 78 ans. Le poste du responsable en chef pour les lancements est d'autant plus spécifique que tous ceux qui sont liés à l'espace croient non seulement au matériel, mais également un tout petit peu à la chance. Le héros du travail socialiste, lauréat du prix Lénine et de plusieurs autres prix et décorations, Soldatienkov est devenu titulaire d'un titre non officiel mais très honorable au Baïkonour, un homme porte-bonheur. Voilà comment je le portais, à la mode, à la française. C'est l'une des plus anciennes légendes de Baïkonour. Les gens du polygone sont superstitieux et ils ont commencé à prendre pour un talisman le simple béret dont le responsable en chef pour le lancement ne se séparait jamais. On demandait à Soldatienkov, par blague ou sérieusement, qui sait, de venir à chaque lancement couvert de son béret. Aujourd'hui, ce béret est convoité par plusieurs musées. À l'époque, à Kouibychev, peu de personnes étaient au courant de ce qu'il faisait Soldakov à l'usine Progress. La branche était strictement interdite. Les constructeurs des fusées ont beaucoup travaillé et ont obtenu plusieurs décorations d'État, mais très peu de gloire. C'est seulement dans les années 80 qu'on a appris que Dmitri Ilitch Kozlov était 2 fois titulaire du prix du héros du travail socialiste et qu'il était lauréat du prix Lénine et du prix d'État. Ну, сейчас страшно об этом говорить даже. Вот я был членом обкома. 20 с лишним лет членом обкома. C'est difficile à dire aujourd'hui. Moi, j'étais le membre du comité régional du parti pendant une vingtaine d'années. On ne m'a pas permis d'écrire un article pour un journal, ni de prononcer un discours public. Lorsque je suis allé à une exposition à Paris, j'y suis allé comme professeur de l'Institut d'avion de Kouibychev. Très peu de gens savent que Korolev venait très souvent à Kouibychev dans les années 60, 1 ou 2 fois par mois. Il descendait d'habitude dans les appartements appartenant au comité régional du Parti communiste, 2 rue Vilonovskaya, dans une maison qu'on appelle Generalski. Sur la place Kouibychev ou à la première Prosieka, les travaux sur des projets grandioses qu'on menait à l'usine secrète exigeaient l'attention permanente du constructeur en chef. La construction d'une fusée porteuse fiable pour des vols habités était l'un de ces projets. La Semyorka ne restait pas longtemps au service militaire. Une fusée stratégique balistique devenait une fusée porteuse du vaisseau cosmique. Clé au drainage, affirmatif. Vector, moi Zarya 1, allons-y. Il a dit allons-y. Cette image est connue du monde entier. Pourtant, comme le cosmonaute numéro 1 est revenu sur la Terre, on n'en a rien su pendant très longtemps. L'accueil triomphal du héros a eu lieu à Moscou le 14 avril. Primordialement, le sud de la région de Kouibychev, l'arrondissement Petrovski, a été prévu comme l'endroit d'atterrissage de Vostok. Une salle d'opération a été spécialement préparée en cas d'urgence. En réalité, l'atterrissage a eu lieu un peu plus au sud, dans la région de Saratov. Ensuite, tout se déroulait selon le plan. Gagarine a été transporté en avion à Kouibychev, à l'aéroport de l'usine Progress. C'est par ici qu'il y avait les premières fleurs et les premiers autographes. Il a passé 2 jours dans le complexe hôtelier à la première Prosieka. L'endroit est plus connu pour les habitants de Kouibychev sous le nom de la Obkomskoye Dachi, les maisons de campagne appartenant au comité régional du Parti communiste. On n'a gardé actuellement que la vue sur la Volga dans la chambre de Gagarine. À l'époque, le collaborateur du KGB, Viktor Streltsov, était le chef du département qui était chargé d'assurer la sécurité du premier cosmonaute à Kouibychev. Обсуждать тему полета Гагарина, как там космос, как Земля выглядела, было не разрешено, потому что потом уже сказано было, если он бы одному рассказал, как второму рассказал, то на заседании Il était défendu de discuter au sujet du vol de Gagarine. Comment est le cosmos? Comment est la Terre? Car s'il l'avait dit à quelqu'un, il aurait pu donner libre cours à son imagination. Il a été placé dans cette chambre, où il a passé 3 jours à Kouibychev. Gagarine n'avait pas l'air très fatigué, il jouait au billard. Pourtant, on lui a dit de se coucher un peu plus tôt pour se sentir mieux le lendemain à la réunion de la commission d'État. La terrasse au premier étage, où la table modeste était couverte le jour de son arrivée, s'est transformée le lendemain en salle de réunion de la commission d'État. Une petite salle avait à peine suffi pour abriter 90 personnes participant à la réunion historique. C'est à eux que Gagarine a raconté pour la première fois tout ce qu'il a vu, a entendu, a senti lors de son vol.
Доклад был рассчитан на час, так, наверное, приблизительно. Но он около часа докладывал, ну а потом посыпались вопросы. Le rapport devait prendre peut-être 1 heure. La réunion se passait sous la présidence de Korolev et de Koumanine. Mais, puis on a commencé à poser des questions. Tout d'abord, c'était les questions des membres de la commission, puis celles des journalistes et des cosmonautes eux-mêmes. Ainsi, la réunion a duré pendant 3 heures environ. Les 6 premiers cosmonautes passaient ces premiers jours après l'atterrissage ici, à Kuibychev, à la première Prosieka. C'est par ici que venaient les chercher leurs collègues, les cosmonautes. Bien sûr, Korolev arrivait lui aussi, mais il était catégoriquement interdit de le prendre en photo. C'est par un simple hasard que Korolev est apparu sur l'image, sauvé d'une façon miraculeuse. Le premier et le deuxième étage du Vostok de Gagarine ont été construits à Kuibychev. Bientôt, les collaborateurs de Korolev ont transporté le 3e étage à l'usine. Depuis lors, toutes les fusées pour les vols pilotés en Union soviétique, y compris le premier vol de l'homme dans l'espace, étaient construites ici, à l'usine Progress. Les travailleurs de l'usine n'ont jamais trompé ni les constructeurs ni les cosmonautes. Voilà pourquoi peut-être Korolev a décidé de confier aux constructeurs de fusées à Kuibychev un autre projet beaucoup plus audacieux. Selon les projets du gouvernement soviétique, afin d'assurer la victoire définitive dans la course à la conquête de l'espace, les cosmonautes de l'URSS devraient être premiers à poser le pied sur la surface de la Lune en 1967. On a imposé cette tâche à Korolev encore en 1967. Il ne restait pratiquement pas de temps pour la réalisation de ce projet grandiose. Le constructeur en chef a pris la décision d'adapter son ancien rêve, la fusée pour le vol vers Mars, pour le projet lunaire. Tous les travaux sur le projet lunaire devaient être concentrés dans la région de la Volga. On peut même dire que toute la région de Kuibychev travaillait pour la réalisation de ce projet. Progress, l'usine d'aviation voisine, Métallurgue, l'usine de Frondier, Métalliste, Ekran, l'usine mécanique, actuellement Salut, l'usine de l'oxygène, Tiagemach, et Plastique de Sizran. On a mentionné que les grandes entreprises qui participaient au projet de la construction de la fusée lunaire. La tâche principale consistait à construire un moteur principalement nouveau et beaucoup plus puissant et efficace pour la fusée lunaire. Korolev a trouvé un collaborateur précieux à Kuibychev. Selon le conseil de Tupolev, Korolev s'est adressé au constructeur en chef de l'usine d'expérience de production des moteurs pour l'aviation militaire, Nikolai Kuznetsov. Korolev y est venu en 1958. Il a visité les ateliers, il a apprécié le potentiel du bureau d'études et il a proposé de travailler sur les moteurs à combustible liquide, notamment en cycle fermé. Korolev a proposé à Kuznetsov de construire des engins de fusée justement au cycle clos. Il y avait des pièges, puisque l'un des éléments était gazéifié, le procédé étant tellement intensif que cela aboutissait aux explosions dans la chambre de combustion. Il fallait trouver des solutions pour surmonter cet obstacle. Bien sûr, on les a trouvées. Les collaborateurs du SNTK se rappellent que lorsqu'ils travaillaient sur le moteur pour la fusée lunaire, ils devaient changer de robe de travail blanche quelques fois par jour. Une opération exigeait une robe de travail en lin, une autre opération celle en soie. Il y avait des opérations qui permettaient les robes ordinaires en coton. Ils travaillaient toujours en gants. Les exigences de propreté étaient très strictes. En revanche, après le montage des moteurs, on les essayait sévèrement. Pour s'assurer de la sécurité du travail dans des conditions extrêmes, on ajoutait même de la paille de fer à l'intérieur de l'engin et le NK-33 a résisté. En dehors de la ville, on a spécialement construit un polygone d'essai pour expérimenter le moteur NK-33. Il se trouvait aux alentours du village Vintail. Les habitants de Kuibychev le connaissent sous le nom de Kimzazvod. Oui, effectivement, à l'époque, nous avons construit le moteur de l'avenir. Dans ce moteur, pour la première fois, on a réalisé un principe d'aviation. Chaque engin passait un essai de contrôle, prouvant sa capacité de travail. Et c'est seulement après cette épreuve qu'on le montait dans la fusée. Primordialement, on a réalisé le principe de l'utilisation multiple. C'est sans doute la prévision géniale de Nikolai Dmitrievitch. Haute de 105 mètres. La charge utile mise sur orbite est de 95 tonnes. Le diamètre en bas de la fusée est de 17 mètres. Une construction vraiment cyclopique. Telle était la fusée lunaire N1. Lorsque aujourd'hui on parle de l'histoire de la construction de la fusée lunaire, on dit souvent le projet politique. La course à la conquête de l'espace continuait toujours. Les Américains possédaient déjà des engins nouveaux, plus puissants, la traction de 700 tonnes environ, pour leur Saturne.
Le projet subissait le déficit du financement dès le début. On n'a pas effectué tous les essais avant le premier lancement. Nous allons essayer la fusée pendant le vol, a dit Korolev. Les premiers lancements étaient des lancements d'essai. Bien sûr, on a commis quelques fautes pendant les travaux si rapides qui se sont fait voir plus tard. En 1974, le projet était clos. Elle aurait volé si on ne l'avait pas arrêtée et qu'on avait permis aux constructeurs de terminer les travaux. Mais la personne qui aurait pu défendre la fusée lunaire n'était plus en vie. Au mois de janvier 1966, Korolev est mort. Il était l'inspirateur et l'organisateur principal du projet. Sa mort a mis pratiquement fin à l'histoire de la fusée lunaire. Забег был колоссальный к этому моменту. Мне завод трубопровода уже наклепал там. On a déjà beaucoup fait. Le Mekzavod avait déjà produit la tuyauterie pour 12 fusées. Sisran avait fabriqué des complexes de lancement. L'usine d'aviation avait fabriqué des panneaux. Les matériaux pour des réservoirs, tout était prêt à l'exploitation. C'est encore Korolev qui avait proposé, variante de la reconversion du projet lunaire. À la base de la fusée, on aurait pu facilement construire une nouvelle fusée porteuse, N11, la même chose que N1, mais sans premier étage. Вот эта ракета точно бы летала. И мы бы уже тогда, в конце... Cette fusée-ci volerait, ça c'est sûr. Là, au début des années 70, nous aurions pu avoir une fusée porteuse fonctionnant à l'oxygène et au kérosène, capable de mettre en orbite une charge utile jusqu'à 30 tonnes. Ça, nous aurions pu l'avoir, j'en suis sûr. Mais cette proposition n'a pas été acceptée et tous les travaux sur la fusée N1 ont été fermés. Le chef de l'atelier du Progress à Baïkonour, Viktor Kravchenko, a été obligé littéralement d'enterrer tout sur quoi il avait travaillé pendant plusieurs années avec ses collègues. Nous avons reçu un ordre, détruire. Voilà pourquoi nous avons coupé tout avec du plasma, écrasé avec des tracteurs, enterré dans les fosses dans le désert. L'usine de Kuznetsov à Kuybyshev a reçu encore un ordre de détruire tous les moteurs pour le projet lunaire. À l'usine, cette histoire est devenue une légende. En partant de la réunion où la décision tragique a été annoncée, Kuznetsov a lancé à Ustinov. À part le pouvoir, il faut avoir encore la tête sur les épaules. C'est la première fois que le général Nikolai Kuznetsov n'a pas exécuté un ordre. On a gardé les moteurs, on les a cachés dans les stocks tout près du polygone d'essai à Vintaï. Менталитет, уровень мышления Королева и Кузнецова. Почему они сблизились, два великих человека? Они всегда смотрели в будущее, и вот корпоративными, государственными интересами всегда рассуждали. La mentalité et le niveau de pensée de Korolev et de Kuznetsov forment la cause du rapprochement de ces grands hommes. Ils regardaient toujours vers l'avenir et veillaient toujours aux intérêts d'État. Ce fait était absolument naturel et ordinaire pour Kuznetsov. Ce n'étaient pas des ambitions personnelles qui étaient en jeu. Il comprenait parfaitement que tout ce qui était créé par le bureau d'études n'appartenait pas à lui, mais à la patrie. Il devrait être conservé et gardé. Leurs efforts n'ont pas été inutiles. Actuellement, il y a des projets de l'utilisation de ces moteurs dans la nouvelle fusée russe Soyouz 2-3. Les travaux de fabrication en série d'un nouveau produit secret, des Spoutniks artificiels de la Terre, ont commencé pratiquement en même temps que le projet N1 à Kuybyshev. Опытный завод ОКБ-1, опытный завод Сергея Павловича Королева, он по замыслам Королева должен был заниматься более сложными пилотируемыми кораблями, станциями для полета на Марс, Венеру. И, конечно, он не в состоянии был изготавливать по 15, 16, 18 спутников в год. L'usine d'expérience OKB-1 de SP Korolev devait, selon ses projets, travailler sur des vaisseaux pilotés beaucoup plus difficiles, c'est-à-dire des stations pour des vols vers Mars et Vénus. Et elle n'était pas capable de construire 15, 16, 18 Spoutniks par an. Mais notre usine avait déjà construit la fusée. Ainsi, Korolev ne courait pas de risque en commandant les engins du Progress. Le premier appareil Zénith a été construit lorsque Korolev était encore en vie.
D'après la documentation d'un bureau d'études de Moscou, aujourd'hui quand on parle à l'usine Progress de ces premiers appareils qui n'étaient pas parfaits, on retient difficilement un sourire. Пленка снималась, потом возвращалась пленка на землю. Самые первые аппараты были еще сложнее. Пленка снималась, проявлялась на борту, закреплялась на борту, естественно, проявитель-закрепитель, потом сканировалась телевизионным передатчиком, там был телевизионный передатчик, и уже телевизионный передатчик передавал... Les premiers appareils étaient tellement compliqués, le film était tourné à bord, développé à bord, fixé à bord, balayé par un émetteur de télévision, et celui-ci transmettait l'image sur la Terre. Bien sûr, la qualité était déplorable. Il était très difficile d'organiser le procédé du développement et de fixage à bord du Spoutnik. Il y avait toujours des écoulements, on les appelait même la buanderie. Et bientôt on a renoncé à cette méthode et on a décidé de faire revenir l'appareil sur Terre et de donner les négatifs aux clients. Pourtant, c'était une véritable innovation à l'époque. Avec ce moyen de contrôle, on pouvait déjà penser au premier traité sur la limitation des armements. Nous avons obtenu le moyen de voir si l'adversaire respectait les conditions du traité. D'autant plus que le Spoutnik de la génération suivante, l'Antar, ambre jaune, était un appareil cosmique plus parfait et était un produit 100% du CSKB de Samara, à l'époque Kuybyshev. Мы взяли, поставили во главу звена одну цифровую вычислительную машину. И все на нее посадили. Машина, это была первая цифровая вычислительная машина вообще на борту космического аппарата в Советском Союзе. И мы на эту машину положили все управление. Начиная от отделения от ракетоносителя до посадки, все делала эта машина, управляла всем. И нам все ругали, как же вот так, хотя машина была... Nous avons placé un ordinateur à la base du système. C'était le premier ordinateur à bord de l'appareil cosmique en Union soviétique. Il commandait tout. À partir de l'éloignement du vaisseau cosmique, la machine contrôlait tout. Malgré le double système de sécurité, tout le monde disait qu'il ne fallait pas le faire. Mais nous, on était jeunes et on n'avait pas peur de l'autorité. Nous avons construit ce Spoutnik, l'Antar 2K, qui a servi de base pour toute une série d'appareils de cette classe. L'usine Progress a construit près de 700 appareils. Un des exemplaires est gardé par le musée technique à Toliati. Les constructeurs des fusées de Kuybyshev ont également participé dans le dernier projet très important, Energia Buran. C'était la première navette spatiale soviétique qui devait être la réponse au shuttle américain et la devancer du point de vue technique. Le projet s'effectuait à Moscou, au centre spatial Energia, mais la coopération a touché plusieurs centres de recherche dans toute l'Union soviétique. Kuybyshev était l'un de ces centres. C'est par ici qu'on a décidé d'organiser la filiale Volsky du centre spatial Energia, qui élaborait la documentation technique pour toutes les entreprises qui participaient dans la construction de la fusée porteuse. Главным в нашей работе оказалась разработка центрального кислородно-водородного блока, который был по силам и по возможностям изготовления только лишь здесь. Le problème essentiel était la mise en place du bloc central d'oxygène et d'hydrogène, qui ne pouvait être élaboré que par notre entreprise. Dans le pays, il n'y avait pas, et actuellement il n'existe pas de capacité de production qui pouvait travailler avec des détails de fusée dont le diamètre atteignait 10 mètres. Pas de locaux, pas de polygones, pas de voie d'accès direct à l'aérodrome. On a trouvé cet unique endroit pour assurer la réalisation de cette tâche. On a spécialement adapté un atelier au projet, l'atelier où l'on avait exécuté le projet lunaire. Après les travaux, la longueur du bâtiment atteignait 900 mètres. Le montage définitif de la fusée Energia était prévu à Baïkonour. Mais avant tout, il fallait trouver des milliers de solutions techniques difficiles. Des matériaux nouveaux, des technologies nouvelles, des solutions de construction nouvelles. Plusieurs choses étaient faites pour la première fois dans le monde entier. Même le transport des réservoirs à Baïkonour était une innovation, car il n'existait pas de moyens techniques de transport d'objets gigantesques en Union soviétique. Alexandre Kirillin, directeur général actuel du CSKB, à l'époque, il était le chef de l'atelier produisant la tuyauterie pour le corps central de la fusée Energia. On a posé un objectif précis au constructeur de la fusée. Elle devait partir avec la première tentative, sans lancement d'essai. Cela voulait dire que chaque système devait être vérifié. Nous recevions constamment des ordres, accélérer les travaux. Конечно, мы работали очень напряженно, практически работали круглосуточно. Я так
Bien sûr, nous avons travaillé d'arrache-pied, pratiquement 24 heures sur 24. Je vous dirais, à Baïkonour, il arrivait qu'une équipe ne quitte pas son poste pendant 2 ou 3 jours. Le premier vol de la nouvelle fusée, sans Буран, encore est devenu un triomphe en 1987. Вот там сидят, знаете, министры, значит, там, главнокомандующий космическими силами, там, генерал Максимов там принадлежал. И вот, когда ракета оторвалась и улетела, вот это дикий такой всплеск этих эмоций, я просто сам не заметил, как мы все оказались на столах. Вот как? Les ministres, le général des forces cosmiques, Maximov, assistaient au lancement. Lorsque la fusée est partie, tout le monde a éprouvé un tel enthousiasme que je ne me rappelle plus comment, mais nous nous sommes retrouvés sur les tables. Comment est-ce que j'ai réussi à monter sur la table? Et le général Maximov est beaucoup plus lourd que moi, mais nous nous sommes tous retrouvés sur les tables. En 1988, le premier lancement de la navette spatiale soviétique Buran a été effectué. On l'a mise en orbite sans équipage, mais la variante du vol piloté était également prévue. Le pilote d'essai, Sergei Strelziatsky, est plus connu à Samara comme le directeur du CNTK de Kuznetsov. Pourtant, il était l'un des membres de l'équipage des cosmonautes du programme Energia Buran. L'opération la plus difficile du vol cosmique était l'atterrissage. On s'entraînait à bord des avions laboratoires. Вот эти были комплексные монтировки. Представлялось, как будто мы запускаем Буран. Включался циклограмм, времени отсчет. C'était des entraînements difficiles. Nous imaginions que nous faisions marcher Buran, on activait le cyclogramme, décompte du temps, on mettait le vaisseau en orbite, on effectuait une révolution autour de la Terre et on procédait à la descente. À ce moment, nous décollions et nous devions entrer à un point précis du temps dans un point précis de l'espace. À ce temps-là, tous les systèmes terrestres sur la Terre fonctionnaient, y compris le centre de commande. C'était une tâche très importante. Et nous volions en régime automatique, c'est-à-dire à la hauteur de 10 km, nous entrions dans ce point précis, nous faisions marcher le régime automatique et nous suivions cette trajectoire. Mais le vol piloté n'a pas eu lieu. La construction de la fusée la plus puissante a coïncidé avec le début de la perestroïka. La course aux armements et la course cosmique ont été arrêtées. Personne ne savait ce qui se passerait avec la branche cosmique et avec tout le pays. C'est tout d'abord le coût du programme qui a poussé les autorités à l'arrêter. La construction de la fusée porteuse Energia a coûté 15 milliards de roubles sans la navette Buran. La production en série de fusées Soyouz et des Spoutniks spatiaux n'ont pas arrêté pendant ces années de travail sur le projet global de la fusée Energia. La Semyorka de Korolev reste la fusée la plus demandée, la plus fiable et la plus nombreuse. Les alentours de Moscou, la ville de Zviezny, c'est par ici que les cosmonautes de la nouvelle génération se forment. Comme on dit entre les gens qui sont liés à l'aviation et à l'exploration de l'espace, les entraînements se passent sur le vaisseau d'entraînement Soyouz, qui ressemble beaucoup à l'engin de Gagarine. C'est l'usine Progress qui construit les fusées porteuses pour ce vaisseau-ci. Maxime Souragiev se prépare encore aux expéditions dans le cosmos. À présent, il effectue une des plus difficiles opérations, le rapprochement manuel et l'arrimage du vaisseau avec la station spatiale. Углы транспортного корабля по курсу 1,1 градуса, потом вяжу, также 1,1 градуса углы до. Les angles du vaisseau, le cap est d'1/10, le tangage est aussi d'1/10, les angles de la station orbitale font sur le cap 1/10, les paramètres du contact sont très bons. Parmi les représentants des détachements Zviezny, on voit plusieurs ressortissants de Samara. Les habitants du village Gvardieshchi, de l'arrondissement Borsky, sont fiers de leur compatriote Alexei Goubariev. On a ouvert son musée où l'on garde les documents, les photos, les mémoires des habitants du village. Sur la place centrale du village, on voit un buste dressé en son honneur. Il est devenu le premier commandant de l'équipage cosmique international qui a réalisé le vol d'après le programme Intercosmos. Il n'oublie pas sa petite patrie, même après avoir fait 2 fois le plus long des voyages possibles. Dans mon fort intérieur, je suis de Samara, je suis né sur les bords du fleuve Samara, ma maison se trouvait à 1,5 km du cours d'eau. Alexei Alexandrovitch dit qu'il rêvait du ciel depuis son enfance. Lorsque lui, le commandant de l'escadrille, a reçu l'invitation de s'inscrire au détachement Zviezny, il n'a réfléchi que 5 minutes.
что готов Il a écrit le rapport qu'il était prêt à devenir cosmonaute, à donner toutes ses connaissances et toute son expérience, et s'il le fallait, sa vie. Il parle des constructeurs de fusées de Samara avec un grand respect, d'autant plus qu'il avait la double possibilité d'apprécier la qualité de leur travail. космические полеты показали о ее надежности. А это самое главное. Les vols cosmiques ont démontré la sûreté. Je voudrais vous dire que ces derniers temps, je n'ai pas entendu parler de faute ou de défaillance de cette fusée. Lorsque la fusée fonctionne bien, il n'est pas raisonnable d'y renoncer. À Samara, pendant 50 ans, on a vu créer un centre spatial unique en Russie et l'un des centres rares dans le monde entier où l'on produit des fusées pour les vols habités. À part l'usine Progress, ce complexe comprend plusieurs entreprises qui ont des liens de coopération avec celle-ci. Métalliste, l'usine sidérurgique, Motorostrotiel, plastique, aussi bien que l'université qui forme le personnel pour le complexe aérospatial, l'université aérospatiale de Samara. C'est l'une des 17 universités du pays qui a remporté le concours sur le meilleur projet d'innovation dans le cadre du projet national enseignement. А какие еще есть перед человечеством сверхзадачи, кроме как освоение космического пространства? Ну, если посмотреть, где работают наши выпускники, то они работают по всему. Y a-t-il des tâches plus globales que d'explorer l'espace? Si l'on analyse où travaillent nos promus, on peut citer tout le territoire de l'ex-URSS, de la Russie. La NASA, l'agence américaine, emploie avec plaisir nos promus. Le Boeing accepte volontiers notre diplôme sans aucune condition. Les travaux de recherche des professeurs et des élèves de l'université sont très connus à l'extérieur de la Russie. Pratiquement tous les cadres de la génération actuelle des entreprises du complexe spatial sont les anciens élèves de cette université. Le gouverneur de la région de Samara, Konstantin Titov, a eu son premier diplôme d'enseignement supérieur dans l'Institut de l'aviation de Samara. À l'époque, l'université avait cette dénomination. Но первое, я этим очень горжусь, и я надеюсь, что все самарцы гордятся. А все-таки Самарская область – это родина пилотируемой космонавтики. Мы с вами лидеры. На ракете, собранной на прогрессе, но тогда это был... La première chose dont je suis fier, et je crois que tous les habitants de Samara aussi, c'est que notre région est la patrie de l'astronautique pilotée. La fameuse fusée de Yuri Alexeyevich Gagarin, la Semyorka, plus tard c'était Soyouz, a été construite à l'usine Progress. Voilà pourquoi Samara est la patrie de l'astronautique pilotée. C'était l'euphorie de tout le pays, du monde entier. Le premier Spoutnik, le premier et puis le deuxième homme dans l'espace, tout ça c'est à nous. Bien sûr, je n'avais aucun doute. Comme si j'avais des ailes, je me suis inscrit à cet institut. L'université aérospatiale d'État de Samara n'est plus l'université qui appartient à la branche aérospatiale. On l'appelle plus souvent l'université des hautes technologies. Mais on continue de faire des projets et de construire des fusées, tester des moteurs cosmiques, construire de nouveaux Spoutnik. CSKB Progress est une entreprise qui reste de droit le centre de tout le complexe aérospatial. On y continue de construire des fusées pour des vols pilotés et des appareils cosmiques. En principe, c'était des satellites de reconnaissance militaire, mais aujourd'hui ce sont des satellites destinés à des buts civils. Le satellite de sondage de la Terre, Ressources DK, est réputé comme le plus résistant et le plus perçant des appareils de cette classe dans le monde entier. С высоты 630 километров, на котором он сейчас летает, виден предмет размером не менее 1 метра. À la hauteur de 630 km à laquelle il vole à présent, on voit des objets d'1 mètre de dimension. Une voiture mesure 3 mètres, on la voit parfaitement, on voit toutes les constructions, des remises, des buissons, des arbres. C'est la meilleure caractéristique de sa résolution optique. À Samara, on construit non seulement des satellites d'observation, mais aussi des appareils pour des recherches dans l'espace. Le satellite artificiel de la Terre, Photon, est appelé un véritable laboratoire volant. Ce qui le distingue des vaisseaux cosmiques pilotés, c'est que la présence de l'homme laisse une petite force de gravitation, alors que le Photon en est pratiquement privé. Voilà pourquoi, dans les conditions d'absence de pesanteur, on peut produire à bord des médicaments rares, des matériaux aux attributs extraordinaires et mener des recherches uniques. И при уровне гравитации 10-5, 10-7 возникают совершенно уникальные вещи. Возникает совершенно другая структура кристалла. Dans les conditions de la gravitation de 10 à la puissance -5, on voit des choses étonnantes. Toute une autre structure de cristal se construit. Des substances biologiques changent. On peut produire des médicaments pour le traitement du cancer, du sida et bien d'autres.
L'entreprise de Samara doit sa gloire à l'échelle mondiale à la production en série des fusées porteuses Soyouz. À l'usine Progress, tous les travaux sur les projets globaux n'ont jamais arrêté cette production qui reste jusqu'à présent l'une des activités principales. Nous avons la fusée qui possède l'indice de fiabilité de 0,997, c'est-à-dire 3 échecs sur 1000 lancements éventuels. D'après les données des dernières années, 50% de tous les lancements dans le monde entier sont effectués par des fusées porteuses russes, dont la moitié est construite par CSKB Progress à Samara. Основным нашим конкурентным преимуществом по нашему носителю среднего класса является надежность. Нет ни одной ракеты в мире на сегодня, которая бы осуществила более 1700 запусков. Поэтому la fiabilité de notre fusée porteur de moyenne classe forme notre avantage concurrentiel. Il n'existe pas dans le monde entier de fusée qui a déjà réalisé plus de 1700 lancements. Il est évident que les vols pilotés sont effectués par notre fusée porteur et par le shuttle américain. Il existe seulement une fusée porteur chinoise qui suit nos pas, mais la plupart des lancements sont effectués par nos fusées. En 50 ans, la Semyorka de Korolev a vu 9 étapes de modernisation. À présent, tous les systèmes de gestion fonctionnent à la base des ordinateurs numériques à bord de la fusée. Actuellement, ce sont Soyouz 2-1A et Soyouz 2-1B. Les fusées les plus modernes de la famille de la R-7 partent pour l'orbite. Ракет-носитель Союз-2 это не последняя модификация. Мы сегодня работаем над ракетой-носителем Союз-2-3. Это большей грузоподъемности. Если мы говорим, что мы на Союзе-2... La fusée porteuse Soyouz 2 n'est pas la dernière modification, car nous travaillons actuellement sur la fusée porteuse Soyouz 3. Cela donnera plus de charge utile si la fusée Soyouz 2-1 atteint 8 tonnes, Soyouz 2-3 est capable de porter 11, 13, 15 tonnes. Il est peu probable que Soyouz voit un concurrent qui l'égale en fiabilité dans le délai de 10 à 15 ans. La fusée R-7 a un rôle à part dans l'histoire de la conquête de l'espace. La première fusée qui a mis l'homme en orbite, qui est conçue pour les vols pilotés, reste unique en Russie et elle a peu de rivales dans le monde. Elle reste également la plus demandée pour des lancements de commerce. L'histoire cosmique de Samara continue.